Salut. Bonjour. Comment coder son propre plugin IntelliJ? Présentons-nous. Donc, Thomas Camé, développeur full stack chez Talent. Caroline Gage, développeuse full stack chez Talent. C'est nous, toujours pas de photo. Pourquoi cette ruche? Plein de raisons. Grosso modo, tout le monde ici a une licence IntelliJ Ultimate. C'est un peu, du coup, globalement, IntelliJ, on l'utilise tous les jours. C'est un outil quand même vachement pratique. Et pour un peu ce qu'on fait en général quand on l'installe, c'est qu'on va chercher plein de plugins parce qu'il y a une tripotée de plugins sur leur marketplace. Des plus ou moins utiles. Il y en a qui permettent d'intégrer AWS directement. Il y en a qui remplacent ta barre de chargement par un Pokémon qui se balade dessus. Et c'était plus une envie générale de découvrir comment ça marche, comment c'est fait, un peu comme la majorité des ruches sur lesquelles je participe. Et globalement, ça part encore d'une idée débile que j'avais envie de faire. Et j'ai réussi à convaincre Caroline de m'aider dans ces conneries. J'étais consentante. Voilà un peu ce qu'on... Donc on va vous présenter un peu comment, globalement, de quoi on part pour fabriquer un plugin soi-même, comment ça marche, avec des exemples assez simples pour comprendre rapidement comment ça marche de surface, même si, comme on va le voir, c'est quand même quelque chose d'assez expansif avec beaucoup de fonctionnalités possibles. Donc déjà, c'est quoi IntelliJ? Si vous connaissez bien, mais du coup, c'est un IDE développé par JetBrains depuis 2001. Donc IntelliJ offre une interface conviviale et des fonctionnalités avancées d'édition de code qui permet de faire du développement web, mobile et d'autres types d'applications. Et surtout, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut le customiser de ouf avec le SDK de plugin. Thomas, vous présentez ce fameux SDK. IntelliJ, globalement, enfin JetBrains plutôt, ils ont envie que les gens customisent IntelliJ avec des plugins. Ils fournissent plein de ressources pour fabriquer ses propres plugins. C'est pas quelque chose d'obscur à faire, fait que par des grosses boîtes comme AWS, quoi. On peut vraiment faire pas mal de trucs. Donc pour ça, ils ont un SDK spécifique à la plateforme. C'est un ensemble d'API qui permettent de créer des plugins pour toute la suite JetBrains. Donc du coup, ça va marcher sur IntelliJ et donc ça va marcher sur PyCharm, sur Client, sur tous les autres qu'ils ont fait vu qu'ils décident d'en faire pour chacun des langages. Comme ça, les licences sont moins chères. On va pouvoir faire beaucoup de choses différentes. On peut rajouter des fonctionnalités sur IDE, on peut rajouter des raccourcis clavier, des outils de refacto, même carrément mettre des nouveaux langages dessus, des nouveaux modèles de projet, etc. La doc, elle est encore en work in progress. Beaucoup de sections qui sont pas encore tout à fait complètes ou qui sont pas encore faites. Mais il y a quand même largement assez de ressources pour se lancer, entre les explications de l'API, des exemples faits par plein de mecs de chez JetBrains, des exemples faits par des mecs random sur Medium qui font des articles pour expliquer comment ils ont fait un système de notification pour aller bouffer le midi. On peut accéder à beaucoup de composants. Globalement, on peut aller manipuler quasi toute l'interface d'IntelliJ. Donc que ce soit la fenêtre d'édition principale ou la Magic Opère, les pop-up, les notifications, toutes les fenêtres d'outils, toutes les barres d'action, le terminal, on peut quasi tout modifier sans trop de problèmes, d'un point de vue visuel et d'un point de vue fonctionnalité, avec quelques limites quand même où des fois il ne veut pas compiler en disant s'il vous plaît faites pas ça, faut pas toucher à ça. Globalement, donc, comme je viens de le dire, on peut accéder à la majorité de l'IDE et en fait, comme on a accès à toutes les méthodes dans le SDK, on peut toutes les overrider, faire ce qu'on veut avec. Et ensuite, il y a tout un système d'action qui permet d'utiliser en fait l'interface déjà présente. Donc, si je veux rajouter un icône quelque part, je peux aller le foutre sur n'importe quel menu déroulant, barre d'icônes ou peu importe qu'il y a sur la plateforme. Donc pour ça, c'est vachement pratique. Pour ces fameux plugins IntelliJ, on utilise un outil de gestion de build qui est l'équivalent aussi de Maven, qui s'appelle Gradle. Les différences avec Maven, c'est que ça utilise Kotlin comme langage de script pour définir les dépendances. Kotlin, du coup, qui a été développé par JetBrains. C'est considéré comme plus performant que Maven. C'est aussi le système de build standard pour les projets Android. Après, j'ai voulu chercher un petit peu s'il y avait des mèmes sur Gradle. C'est pas un peu plus lent que Maven, mais bon, nous, ça ne nous a pas gênés. Voilà. Et après, ça ressemble quand vous développez du coup un projet avec Maven. Donc, on peut retrouver aussi du coup sur IntelliJ Gradle. La seule différence, c'est qu'on a un petit éléphant aussi. Kotlin ou Java. IntelliJ, c'est sous Java. Du coup, vos plugins, ils vont être sous Java. Alors après, on a quand même la possibilité de faire du Kotlin, vu qu'au final, le Kotlin, c'est du Java. Kotlin, ça a été développé en 2010, donc c'est très récent comme langage. Il y a une interopérabilité entre Java et Kotlin.
il y a pas mal de différences. Globalement, Kotlin, c'est quand même beaucoup moins verbeux que Java. Après, dans la pratique, c'est quand même vachement verbeux quand même comparé à d'autres langages, faut pas se mentir. Comme c'est un nouveau langage, la communauté elle est croissante, c'est quand même assez à la mode. C'est beaucoup utilisé pour Android, en général, sauf les équipes qui font du Flutter. On a d'ailleurs fait une super presse avec Stéphane sur Flutter. Globalement, ce qui se passe dans les entreprises qui va faire une appli mobile, va y avoir une équipe pour iOS et une équipe pour Android, et l'équipe Android va faire du Kotlin. L'intérêt majeur, en fait, c'est que comme Kotlin et Java marchent ensemble sans problème, globalement, les librairies qui marchent sur Java, elles marchent sur Kotlin. Donc ça, c'est cool. Quand vous utilisez le SDK, les classes, que ce soit en Kotlin ou Java, ça va être les mêmes. Du coup, même si vous trouvez quelqu'un qui a fait un exemple en Java, vous pouvez aisément traduire ça en Kotlin sans trop de soucis, parce qu'il faut changer un peu la syntaxe. Donc pour ça, c'est vachement pratique. Nous, on a essayé de faire ça en Kotlin parce que j'ai continué sur ma lancée de jamais toucher à Java de ma vie, sans autre raison. Voilà. Donc voilà, c'est un peu comme vous le sentez. Après, si vous avez des facilités avec Java, go le faire en Java, c'est plus logique. Sinon, vous pouvez faire du Kotlin. Ça marche très bien les deux, il n'y a pas de souci. Alors, rapidement, pour vous montrer à quel point c'est quand même assez simple, on va dire. Du coup, pour initialiser un nouveau projet de plugin, du coup, vous lancez un projet comme vous faites habituellement sur IntelliJ. Et après, dans les générateurs, vous avez IDE plugin. Alors, pour info, ça, c'est sur les versions plus récentes, à partir de 2023. Si je dis pas de bêtises, sur la version d'avant, il n'y a pas ça directement, il faut bidouiller un peu plus. Du coup, après, vous mettez votre nom. Du coup, si vous choisissez quel type, si vous faites un plugin ou un thème, et après, vous le lancez, juste pour vous montrer en fait à quel point c'est rapide de lancer un nouveau projet. Bon, là, c'est normal, hein, c'est tout rouge. Donc là, vous pouvez voir, là, j'avais intégré ce petit plugin de barre de chargement. Ça, c'est pas nous. Hein. Rapidement, du coup, je vous montre. Donc, on a déjà affiché un fichier XML plugin, qui est en fait le fichier de configuration du plugin. C'est là où on va changer donc le nom, qui sera le nom publié si vous voulez le publier sur la marketplace. Le mail, votre mail, une petite description rapide, la base. Et donc là, maintenant, on va partir sur la démo. Premier truc qu'on voulait faire, c'était juste afficher un petit bouton, du coup, qui serait dans la barre d'outils, donc ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste changé un nom. Alors, Pokémon, j'avais aucune imagination. Là, j'avais pas envie forcément de mettre un mail. Mais j'ai mis une petite description rapide, donc de danser avec un Pokémon. Donc, la première étape, c'était d'ajouter ce fameux bouton. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est d'ajouter, donc on est toujours dans le fichier de configuration, une action. Donc ici, on a donc l'ID, moi j'ai mis Pokémon, une classe qui va nous permettre du coup d'ouvrir une fenêtre vers un lien qu'on aura indiqué quand on cliquera sur le bouton. Un petit texte, le texte s'affiche au moment où en fait juste la souris sera sur le bouton. On rajoute une petite icône. Donc l'icône, elle est intégrée dans les ressources. Et ensuite, donc on indique où est-ce qu'on veut afficher ce bouton. Donc moi, j'ai demandé donc, le toolbar, donc ici, et en dernier, la dernière position. Ce qui est important aussi, c'est notre action. Donc j'ai créé une classe qui s'appelle Dancing Action. Donc c'est juste cet événement-là, en fait, cette classe-là qui me permet, quand je cliquerai sur mon bouton, d'ouvrir une fenêtre dans mon navigateur. Ensuite, du coup, on reprend. Donc là, vous avez Gradle que je vous ai montré tout à l'heure, qui nous permet du coup de runner un nouvel IDE. Donc on a une simulation d'IDE. Et donc là, vous pouvez voir, ah là là, il y a une petite icône sympathique là. Et là, quand je clique dessus, c'est fait fiable les dessins. Et après, on dit que moi, j'ai rien à faire de mes journées. Alors là, vous voyez que aussi, je reste avec la souris dessus. Voilà, don't forget to shake. Pour vous montrer que on peut rapidement faire quelque chose, même si c'est pour nous rappeler qu'il faut bouger parce qu'on est assis trop longtemps. Donc, j'ai fait un autre plugin un peu plus compliqué, mais pas si compliqué. Il n'y a rien de transcendant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Du coup, on va reprendre dans le même sens. Donc, le plugin XML, donc pareil, qui est généré, parce que du coup, quand vous buildez votre projet Gradle pour faire un plugin d'IDE, il va vraiment builder toute la grappe qu'il faut. Donc, le plugin XML, il le fait, il vous fait une structure qui est correcte, du coup, c'est bien, ça fait qu'il n'y a pas grand-chose à préparer après, si ce n'est que coder les fonctionnalités.
Donc de la même manière, j'ai mon plugin. Alors j'étais encore moins original, j'ai mis toolbar rush test parce que j'en ai fait 15 différents. Et pareil, on peut mettre un nom, le mail du vendeur, la description. Donc la description, c'est ce qui va apparaître dans IntelliJ, donc c'est ce qui va donner envie aux gens de télécharger votre plugin, sachant que vos plugins, vous pouvez les monétiser. Moi, c'est un peu pareil. Comme j'ai pas rajouté de boutons, j'ai pas fait d'action en particulier. En fait, moi, ce que j'ai rajouté, c'est une tool window. Donc les tool windows, globalement, c'est ce qu'il y a là pour ouvrir votre BDD, par exemple. Donc ça va être sur un endroit séparé, donc sur cette barre tool window là, il y en a une de l'autre côté, il y en a une tout en bas, donc on peut choisir laquelle on veut. Et ça va juste ouvrir cette fenêtre et faire quelque chose. Comment j'ai fait? C'est très simple. Comme j'ai une tool window, ma tool window, il faut que je la fabrique. Du coup, il y a une classe dans le SDK qui s'appelle tool window factory. On va aller dessus. Aptement nommé bootycheck tool window factory, parce qu'on reste sur le même thème pour danser un peu. Donc ma tool window factory, elle va me permettre d'initialiser ma tool window. Plutôt logique. J'ai précisé qu'elle était Dumb-aware. Alors, Dumb-aware, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, dans ce SDK, c'est assez marrant. C'est quand on veut qu'une classe fasse quelque chose, on va lui préciser des adjectifs qui sont assez explicites. Par exemple, si vous voulez que votre IDE nettoie cette classe-là dès qu'il en a plus, enfin cet objet dès qu'il en a plus besoin, on va lui exécuter la classe dispose et comme ça, il saura qu'il doit en disposer en utilisant certaines méthodes. Donc le Dumb-aware, en fait, c'est très simple. C'est que votre IDE, il fait tout le temps des tâches en fond, forcément. Par exemple, quand on crée notre projet ou qu'on vient de l'ouvrir, il va tout indexer. Quand il l'indexe, il est considéré comme dumb, donc complètement débile, parce qu'il va être vachement ralenti vu qu'il est en train de faire 3 trucs différents à côté et ça va le perturber. C'est pour ça qu'en général, quand vous ouvrez votre projet, si vous n'avez pas assez de RAM sur votre PC, il va être en train d'indexer, vous n'allez rien pouvoir faire et ça va être chiant. Donc, préciser que Dumb-aware à ma classe, ça veut dire qu'en fait, mon plugin, il va être conscient qu'il y a des moments où mon IDE est incapable de réfléchir et de faire quoi que ce soit de performant. Mais le Dumb-aware va lui dire, bon, petit plugin, ne t'inquiète pas, même si l'IDE est débile, tu vas quand même pouvoir fonctionner, c'est pas gênant. Dans ce cas-là, si vous ne le précisez pas, votre plugin, par exemple, lors de l'indexation, va pas se lancer, ou il va se mettre vraiment en pause pour pas pour pas surcharger votre IDE et qu'il soit totalement en PLS. Donc, dans ma classe Window Factory, forcément, j'ai la méthode de base pour créer tool window content pour ajouter du contenu dans ma tool window. Donc, comme j'ai le droit de l'override et de réécrire ce qu'elle fait pour ne pas utiliser celle de base, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit tout simplement, je vais créer mon contenu, donc en utilisant une nouvelle classe qui s'appelle tool window content, que je vais créer juste en dessous, et je vais l'ajouter dans ma tool window. Donc, ce que je fais, c'est que je dis, bon, bah, j'ai mon content, ça va être cette tool window avec tout ce que je vais avoir besoin de faire après. Je vais rajouter le contenu dans la tool window. Le ISO-auto-hide, c'est pour la cacher par défaut, pour pas qu'elle soit affichée dès qu'on ouvre. Et voilà, mon contenu de tool window. C'est très chiant à dire tool window. Dans cette classe, je vais définir tout ce qui compose mon contenu. Et là, c'est là que ça part un peu en cacahuète. Donc, dans ma fenêtre, j'ai du contenu. Dans ce contenu, qu'est-ce que j'ai? J'ai un panel. Du coup, on va faire du swing. On va un peu introduire ce que va faire cet après-midi Aubin, mais un peu différemment. Donc, ce panel, le contenu va y avoir un panel. Mon panel, il va avoir un label. Quand même, on n'est pas des brutes. Il va avoir un cast de danseurs professionnels et un clip audio pour se mettre un peu bien quand même. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mes classes. Donc, JPanel, JLabel, c'est du swing, qui est une librairie Java, mais que je peux utiliser en Kotlin, du coup. Donc, je définis mon panel, je définis mon label, j'ai défini mes danseurs, donc c'est juste un arrêt de string où j'ai mis les noms en dur. Et ensuite, j'ai fait un clip, donc c'est Audio System, GetClip, qui est aussi une librairie Java. Comme quand même sur un sujet qui n'a rien à voir avec la musique, j'arrive quand même à vous faire manipuler de l'audio, parce que sinon, c'est pas drôle. Ensuite, donc, petite fonction init pour ma classe, où je vais lui setter quelques petites variables toutes simples pour le layout et la bordure, pour que ce soit un peu plus propre. Et ensuite, je vais lui rajouter 2 panels. Donc, j'ai mon bootycheck panel qui est quand même super important et un control panel pour qu'il y ait un peu d'interactivité avec le plugin. Ensuite, je vais lancer la musique et je lui mets un petit update pour être sûr qu'il va correctement se lancer, enfin correctement tout synchroniser dès le début au premier lancement. Donc, mes petites méthodes. Donc, le bootycheck panel, tout simple, dedans, il y a un panel. Voilà, et je lui rajoute un label. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ensuite, donc je vais pouvoir créer mon panel dedans. Donc la première partie du haut, où il va y avoir quelque chose qui va s'afficher. Cette icône label, c'est tout simple, c'est je récupère une image ou un icône, peu importe, et je vais le mettre sur mon label pour qu'il soit mis juste avant. Le contrôle panel, donc pareil, une fonction toute simple pour créer un contrôle panel. Ce contrôle panel, il va avoir 2 boutons. Donc j'ai mis un bouton pour changer l'animation qui va s'afficher. Donc comme vous pouvez le voir, je crée juste un J-bouton parce que c'est du swing.
Ce J-bouton, il va avoir une méthode addActionListener qui globalement va se déclencher quand je vais cliquer dessus. C'est relativement transparent. Et ensuite, la dernière ligne, je rajoute ce bouton à mon panel. J'ai mis un autre bouton qui va permettre de cacher la fenêtre, que d'ailleurs je ne l'ai pas renommé, ça fait plus ça, mais c'est pas grave. J'ai rajouté donc un autre bouton qui permet de couper la musique, donc de cacher la fenêtre. Ensuite, j'ai ma fonction qui va update mon danseur et les animations. Donc tout simplement, j'ai fait une fonction pour randomiser le GIF qui va s'afficher, changer le label qui va être mis avec, et faire en sorte que le label et le bon icon qui sont derrière. Mon randomize, c'est littéralement un point random qui prend la liste des danseurs que j'ai. Get content panel, j'en avais besoin, mais c'est juste pour récupérer le contenu de mon panel. Et pour la musique, c'est pas très compliqué, c'est pas plus compliqué que ce que j'ai fait les fois d'avant. Globalement, on va récupérer un input stream, donc qui va récupérer ma musique en input. Petite spécificité, c'est que l'input stream, il est tout simple et tout bête, c'est qu'il va prendre votre fichier et lire ça byte par byte. C'est pas pratique parce que votre PC, il fait plein de trucs en même temps, du coup, byte par byte, il va couper tout le temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un buffer autour, donc un tampon. Donc, en fait, mon input stream, je vais le balancer dans un buffer d'input stream qui, en fait, le buffer, il va lire byte par byte aussi, sauf qu'il va pouvoir en lire certains en avance pour pouvoir se faire un petit tampon et être sûr qu'il n'y aurait pas de problème. Et ensuite, j'ai mis une fonction pour arrêter la musique parce que je me suis rendu compte que si on n'arrêtait pas la musique, c'est vachement chiant pour bosser. C'est à peu près tout. Du coup, il n'y a rien de compliqué. J'ai vraiment juste fait du swing pour ajouter des panels avec des images dedans. Quand on veut faire un plugin IntelliJ, alors on peut avoir de la logique compliquée derrière, c'est sûr. Si on a des trucs qui réfactorent automatiquement le code, qui corrigent, qui font de la prévision de ce qui va être tapé pour autocomplete, etc., ça peut vite être compliqué. Mais globalement, tout va dépendre de ce que vous faites. La partie visuelle, elle est très simple parce que le SDK est très bien explicité et globalement, tout est relativement bien nommé. Enfin, si vous voulez choper l'éditeur, la classe c'est éditeur et du coup, il y a juste à override sa fonction. Enfin, c'est vachement facile à récupérer. Vous pouvez mettre des listeners sur un peu tout ce que vous voulez, donc il y a plein de choses à faire. Donc globalement, c'est pas le truc le plus compliqué du monde, mais je trouve que ça fait un exemple à peu près sympa pour voir ce qu'on peut faire. Si on build ça mouline. Comme ça, il lance une autre instance d'Intelligent Plugin. Il ne l'a pas mise au premier plan, c'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur. Il râle parce que mes icônes, ils sont pas au bon format, mais c'est pas grave. Et, j'ai coupé le son, c'est pour ça que ça marchait pas. Voilà. Super interface. On va pouvoir changer notre danseur. Oui, je me suis vachement amusé à choper plein de gifs, à tous les resizer. Je peux arrêter la musique quand même, parce qu'on n'est pas des bruits. Du coup, voilà. Et en fait, donc, il va s'afficher dans votre toolbar window. Donc, vous êtes là, en disant, faudrait que je regarde ma BDD. On s'en fout, je pourrais juste ouvrir ça à la place. Et ça marche super bien. Et c'est pas le truc le plus consommateur d'énergie, mais c'est cool. C'est pas le truc le plus utile, certains diraient. Mais moi, je trouvais ça marrant comme projet à faire, ça me fait assez rire. Voilà, on peut faire encore plein de trucs, parce qu'en soi, ce que je pourrais faire, c'est lui dire, tu mets un listener sur mon terminal et dès que je fais un git commit, tu le lances automatiquement. Et puis après, tu le prends, tu le builds et tu l'installes sur le PC de tous tes collègues. Et comme ça, tu rigoles. Mais voilà, c'est plutôt simple à faire et plutôt marrant. Forcément, on peut faire des tests. Donc pareil, sur leur documentation et tout qui est bien expliqué. En règle générale, donc, ils disent de privilégier les tests fonctionnels aux tests unitaires. C'est vrai que, à moins que vous ayez une grosse logique derrière, c'est pas le truc le plus perspicace à faire. Niveau librairie, donc ils conseillent JUnit 3 et ngTest, et aussi Cucumber, pour Stéphane. Et ensuite, pour lui, il y a eu du coup une librairie qui s'appelle IntelliJ UI Test Robot, que tu peux lancer directement depuis l'interface Gradle, parce que c'est bien foutu. Et en fait, ça va fonctionner comme un Cypress. Où on va lui écrire des tests spécifiques. Et ensuite, il va, de la même manière que là, on a lancé notre plugin, il va lancer une instance d'IDE telle quelle, et il va faire toutes les actions en simulant les clics de l'utilisateur. Ça a une petite spécificité, c'est que du coup, on est obligé de définir chacun de nos tests comme étant soit light, soit heavy, donc léger ou lourd. Parce que comme on va utiliser une instance d'IDE à chaque fois pour tester notre plugin, c'est bien de les différencier selon leur poids, donc en fonction du chargement, du temps d'exécution, de la grosseur du test, littéralement. Et en fait, globalement, ce que ça va faire, si on le précise light, le test léger va réutiliser l'instance. Le test lourd, il va en relancer une nouvelle. C'est bien de préciser ça pour les light parce qu'au moins ça évite d'avoir constamment fermer lancer IntelliJ sur votre PC. Et comme l'IntelliJ c'est quand même vachement gourmand en RAM, c'est pas le plus pratique. Comment tu définis si c'est light ou heavy? C'est-à-dire dans le code ou toi personnellement, comment tu décides qu'un test est light? Si c'est juste en fait, si t'as pas besoin de
Comme ça va être la même instance à chaque fois. Si c'est vraiment que des actions simples, genre cliquer à tel endroit, ça va. Si tu commences à avoir des trucs où il faut remplir des données et où si tu as un plugin plus perfectionné que le mien, qui va interagir vraiment en gardant en cache des choses parce que tu veux lui dire tu vas créer tel type de projet, sauf que ton projet, tu vas pouvoir le configurer différemment, etc. Là, dans ce cas-là, vaut mieux avoir une instance plus fraîche à chaque fois. Mais dans ce cas-là, il faut mieux, en fait, l'intérêt, c'est surtout de préciser aux tests légers qui sont légers pour pas que tu aies à t'emmerder à refresh constamment ton instance IntelliJ. Surtout ça. Donc après, tu définis ça par rapport à toi, quoi. Après, si tu as une machine énorme et que tu t'en fous parce que tu veux pas optimiser, bon, bah, tu t'en fous, tu n'optimises pas. Et après, le plus important, c'est le moment où si vous avez envie de le publier aussi. Donc, on est depuis peu. Il faut signer son plugin avec une clé publique. Du coup, en fait, ce qui est bien avec le Gradle aussi, c'est que les actions, que ce soit pour générer la clé ou publier du coup notre plugin sur la marketplace. Voilà, comme tout à l'heure, on avait utilisé pour runner une instance d'IDE. Vous avez aussi du coup un bouton qui permet de publier directement votre plugin. Et il y a aussi un bouton pour la signature, mais il est tout en bas. Mais tout en bas. En gros, globalement, ça qui est bien, et ça que tu sens qu'ils ont voulu que les gens fassent, c'est que vraiment la construction du projet est tellement complète que toutes les méthodes Gradle sont là, en fait, et tu peux tout faire depuis ton IDE. Donc, tu as même des méthodes qui vérifient ton plugin, qui vérifient ta config, qui vérifient que tu n'as pas fait de bêtises, qui vérifient ta signature, etc. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est vachement bien fait. Et du coup, c'est cool. Est-ce qu'il y a une manière privée de publier un plugin? Par exemple, je suis une entreprise, je fais un plugin qui peut être utilisé que par mes employés. Oui. Alors, ce que tu peux faire, alors je ne sais pas s'il y a une manière de privatiser entre guillemets le marketplace. Ça, j'ai pas vu de truc là-dessus. Par contre, de toute façon, ton plugin, du coup, quand tu le build, tu peux le build, c'est un jar, tu le distribues. S'il faut le distribuer sur une marketplace interne ou quoi, voilà. C'est plus facile de cliquer sur tes. Je suis d'accord. Mais je n'ai pas vu de. J'avais regardé, mais j'ai pas vu de truc comme quoi pour privatiser une section de market, comme tu pourrais le faire sur. Ouais, voilà. Comme ça, tu peux avoir un private registré pour ton entreprise. Mais ça, je sais pas. J'ai pas vu en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs que le plugin Bootycheck va être filé à l'IT pour qu'il le mette sur tous les PC. Si seulement. Voilà, merci pour votre attention. Du coup, dans le cas de la publication, forcément, ça passe par devant un jury chez JetBrains. Enfin, c'est pas le Google Store, quoi. Enfin, pas mettre ouais. Ça a pas l'air. Enfin, vu les plugins que moi j'ai d'installer sur mon IntelliJ, je pense que la barre elle est basse, quoi. Si c'est pas une faille de sécurité, ça va, quoi. On est obligé de faire du Kotlin ou du Java, mais est-ce qu'on peut quand même intégrer d'autres choses? J'imagine, par exemple, pour lui, pas faire du swing, je dis de la merde, faire des React Components et les rendre dans. Oui, alors on avait fait aussi un exemple où Assist a des notifications avec des pop-ups sur le côté, et cela, par exemple, tu peux lui préciser que tu vas les écrire, par exemple, en HTML ou quoi, et il va comprendre. Si t'as pas envie de te faire chier à faire du swing. On pourrait imaginer des plugins qui appellent d'autres d'autres bouts de code qui sont pas écrits en Kotlin ou en Java et qui font du process. Oui, bah ça, il y en a déjà. T'as pas mal de plugins qui sont sur le marketplace qui au final tournent en Rust derrière. Et après, c'est pareil, tu peux faire en soi. Du coup, là, par exemple, ce qu'avait fait Caroline, ça t'ouvre un nouveau ton navigateur. Techniquement, tu peux ouvrir un navigateur dans IntelliJ.